Voyons maintenant comment on peut réfléchir à un modèle de commerce avec des rendements marginaux décroissants. Donc, commençons par la productivité marginale du travail. Donc, si on a ici la quantité de travail, L, donc L pour labor, et ici, on a la productivité marginale du travail. Donc, c'est-à-dire que la production de un travailleur. OK? Donc, de un travailleur, plus on ajoute des travailleurs, donc si ici, quand on a peu de travailleurs, bien, leur productivité marginale est généralement élevée parce qu'ils contribuent beaucoup. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des travailleurs, on est en haut de zéro ici. Donc, ils contribuent quand même, mais moins, n'est-ce pas? Et donc, autrement dit, il y a une espèce d'effet descendant comme ça. Okay? Donc, la productivité marginale du travail est descendante. Okay? La productivité marginale du travail est descendante, c'est-à-dire que si on voulait le mettre comme ceci, donc si on met les quantités produites ici et les travailleurs là, on aurait quelque chose comme ça. Donc, tu ajoutes des travailleurs au début, tu produis beaucoup. Okay? Et au fur et à mesure que tu ajoutes des travailleurs, donc au début, les premiers travailleurs contribuent beaucoup à la production. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des travailleurs, ils contribuent de moins en moins parce que leurs postes ou leurs qualifications même sont peut-être moins intéressantes, mais ils sont quand même bénéfiques. Ils ajoutent quand même un effet positif, mais moins que les premiers. Okay? Et donc, c'est la même chose d'ailleurs pour le capital, qui a des rendements marginaux décroissants. Donc, ça donne une productivité marginale, donc la hauteur ici, est descendante, donc c'est de plus en plus petit. C'est quand même positif, en haut de zéro, mais de plus en plus petit. Et donc, ça donne une productivité marginale décroissante comme ça. Alors, la valeur du travail, du point de vue d'un employeur, bien, c'est la production d'un travailleur, n'est-ce pas? C'est la production d'un travailleur fois le prix du truc qui est vendu sur les marchés mondiaux. Et donc, la valeur du produit marginal du travail, c'est le prix fois la productivité marginale du travail. Donc, par exemple, lui, il produit, je ne sais pas moi, 10 trucs par heure, puis le truc est vendu 10 $. Donc, autrement dit, il produit 100 $ de valeur économique par heure. Lui, il produit 5 trucs par heure, et le prix est le même, là, donc 10 $. Donc, il produit 50 $ de valeur économique par heure, et ainsi de suite. Et donc, ça a la même forme, évidemment. Donc, le prix fois la productivité marginale du travail donne la valeur du travail, si on veut. Et c'est ta pente descendante comme ça. Et cette pente descendante-là, puisqu'elle nous donne la valeur du travail, bien, elle nous donne la demande de travail, c'est-à-dire la volonté de payer pour du travail du point de vue des employeurs. Et donc, on a une espèce de truc comme ça qui nous donne la demande de travail, qui est aussi la valeur du produit marginal du travail, okay, qui est aussi égal à P fois la productivité marginale du travail, okay, qui est la demande de travail finalement. Et donc, si, supposons qu'on a la valeur du produit marginal du travail qui est ici, là, okay, on embauche en ce moment cette quantité de personnes-là, et supposons que le salaire est ici. Okay, le salaire est ici, puis on paye tout le monde le même salaire. Et là, soudainement, on dit « Ah non, je vais embaucher moins de monde. » Est-ce que c'est intelligent d'embaucher, au lieu de ici, là, L pour labor, hein, d'embaucher cette quantité de personnes-là? Bien, la valeur de leur travail à eux, c'est ça. Et leur coût, c'est-à-dire le salaire, wage, le coût du travail qu'on paye, là, est ici. Et donc, on devrait les embaucher, ces gens-là. Donc, lui, on l'embauche. Ensuite, ici, la valeur de sa production est là, c'est un certain chiffre, qui est plus élevé que le coût du travail. Et donc, lui, il est payant. Il est payant. On devrait l'embaucher. Et donc, on devrait produire plus. Lui, sa valeur totale de production par heure travaillée, c'est plus élevé que le coût qu'il coûte, le salaire. Et donc, on va augmenter jusqu'à ici. Et donc, autrement dit, le salaire va toujours être la valeur du produit marginal du travail. Okay? Et autrement dit, pour chacun des secteurs, on devrait avoir, et ça c'est une leçon fondamentale, pour chacun des secteurs, donc pour chacun des secteurs, le salaire, W wage, devrait être
le prix du truc en question, donc on va dire P1, fois la productivité marginale du travail dans un secteur quelconque. Donc les pommes, par exemple. Et fois le prix des pommes. Et, donc autrement dit, il n'est pas payant d'avoir un salaire différent de la valeur du produit marginal du travail. Et de la même façon, ça devrait être égal à un autre secteur aussi. P2, mettons les bananes, fois la productivité marginale du travail dans les bananes. Pourquoi ça devrait être égal? Autrement dit, ça c'est égal à ça, n'est-ce pas? Pourquoi ça devrait être égal? Bien, si le salaire est plus grand dans un secteur que dans l'autre, les travailleurs vont tous s'en aller là, n'est-ce pas? Et donc, si le salaire était plus grand, je ne sais pas moi, ici, mettons, tout le monde s'en viendrait ici. Et donc, qu'est-ce qui arriverait? Bien, la valeur de chacun des travailleurs baisse, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas, on a ça ici, n'est-ce pas? La valeur du produit, donc P fois la productivité marginale du travail et le travail ici. Donc, c'est la pente descendante. Donc, plus on a d'arrivées dans un secteur, plus le salaire baisse. C'est normal, il y a plus de gens qui veulent travailler, l'offre de travail augmente, le salaire baisse. Et donc, si le salaire était plus élevé ici que là, les gens partiraient d'ici, s'en iraient là, le salaire baisserait ici, augmenterait là parce qu'il y aurait moins de monde disponible, et ça s'égaliserait. Et donc, c'est un modèle, on prend pour acquis évidemment qu'il y a un modèle où le travail peut changer de secteur. Ce qui est, dans la réalité, évidemment, ce n'est pas nécessairement évident, là, ça. Là. Donc, mais c'est une hypothèse simplificatrice où on suppose que le travail est parfaitement flexible et non spécifique, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à tous les secteurs. Dans la réalité, on le sait que c'est difficile de transformer, je ne sais pas moi, un dentiste en mécanicien automobile, tu sais, et vice-versa. Mais on fait fi de ces complexités-là pour se concentrer sur la base. Et donc, puisqu'on a le même salaire partout, bien, on n'a que Px, mettons un bien, là, fois le produit marginal du travail de X est égal à Py fois le produit marginal du travail de Y, n'est-ce pas? Et donc, Px sur Py est égal, donc si j'envoie le Py en bas ici, bien, ça donne P, productivité marginale du travail de Y, divisé par produit marginal du travail de X. Okay? Autrement dit, les pays devraient avoir des organisations donc dans les secteurs ouverts au commerce là, international, tels que le ratio des prix des biens, okay, le ratio des prix, devrait être égal à quelque chose comme ceci. Donc, le ratio des productivités relatives entre les secteurs. Et ça, il y a une leçon fondamentale à tirer de ça. Donc, supposons qu'on a un choc de commerce international qui fait qu'il y a un bien, par exemple, mettons la Chine, avant, il était plutôt fermé. Ils se sont ouverts soudainement. Ils se sont mis à exporter des vêtements, beaucoup. Et donc, le prix mondial des vêtements a augmenté. Okay? Hausse de PX, mettons, là, de 10 %. Okay? Alors, temporairement, ce qui arrive, c'est que le salaire ici augmente, n'est-ce pas? Tout ceci augmente temporairement. Là. Le salaire augmente. Et donc, ce qui arrive, c'est que les gens s'en viennent, les quittent là, ils s'en viennent ici. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir une arrivée de travailleurs ici. Donc, la productivité marginale, donc ça fait augmenter le salaire. Parce que ça fait augmenter tout ça. Et il y a une arrivée de travailleurs, donc plus de travailleurs qui veulent travailler. Et donc, ça fait diminuer la productivité marginale du travail dans le X. Et donc, ça fait diminuer le salaire. Et donc, le net, c'est que la hausse de salaire est moins que 10 %, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un élément de hausse, oui, OK, mais il y a un élément de baisse. Et donc, nécessairement, puis si tu augmentes de 10 % au début, puis après ça, tu baisses un peu, mais tu es rendu à moins que 10 %. Et donc, les salaires augmentent moins que la hausse du prix du bien X, disons les vêtements. Et donc, si les vêtements augmentent de 10 % et tes salaires augmentent de 8 %, mettons, okay, tu as perdu du pouvoir d'achat dans les vêtements, mais parce que les autres salaires vont augmenter aussi, parce que c'est tout le même salaire partout, n'est-ce pas? Parce que les autres salaires vont augmenter, mais tu vas gagner, parce que les autres biens
mettons le prix du bien Y, par exemple, la nourriture, n'a pas changé. Et donc, puisque le prix de la nourriture n'a pas changé puis que les salaires en général ont augmenté, le pouvoir d'achat de nourriture a augmenté. Et donc, ça, c'est un exemple où il y a un choc de prix qui provient de l'ouverture au commerce qui fait que le monde entier, soudainement, veut ton truc. Ça augmente le prix à la fois de chez vous, chez vous, parce que ton prix intérieur était artificiellement bas relativement au prix mondial. Et donc, ça fait que ce pays-là devient un exportateur net. Il perd du pouvoir d'achat bizarrement dans les vêtements, mais il gagne du pouvoir d'achat dans la nourriture. Mettons que le Y, là, c'est la nourriture. Et voilà. OK? S'il y a une hausse de prix de tous les biens de 10 le ratio ici ne change pas. Donc, le ratio ici n'a pas à changer. Donc, il n'y a pas réallocation de travailleurs entre les secteurs. OK? Et donc, ça va faire que tout va rester pareil. Et les salaires vont augmenter bel et bien au complet. Parce que c'est-à-dire les salaires réels ne vont pas changer parce que les salaires, tout ça, là, va augmenter de, mettons, 10 on va dire, puis ça aussi va augmenter de 10 Et donc, les salaires vont augmenter de 10 mais les prix vont avoir augmenté de 10 donc tu n'es pas plus avancé, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, ça, c'est les chocs de commerce. Et ce qu'on appelle les gagnants, les gagnants et les perdants, la plupart du temps, c'est que si tu deviens importateur, tu perds si tu es détenteur d'un facteur spécifique. Exemple, tu deviens importateur de, je sais pas moi, de machinerie très spécialisée dans la production de café. OK? Et il y avait des producteurs de machinerie spécialisés dans la production de café chez vous qui étaient protégés par des quotas d'importation ou des tarifs. Et soudainement, tu es ouvert au commerce international. Bien, toute ta machinerie spécialisée, elle devient désuète parce qu'elle est soumise à la concurrence internationale. Et donc, les importateurs, ceux qui deviennent importateurs et qui ont le produit spécifique dans leur pays, là, qui est soudainement importé, qui ne peuvent pas changer à d'autres choses, sont foutus, n'est-ce pas? Et donc, ils perdent. Et ceux qui ont les facteurs non spécifiques, bien là, ça dépend évidemment des mouvements de prix et des salaires. OK? Mais en moyenne, encore une fois, selon le modèle ricardien, bien, on a un gain net positif. Et de la même façon, on a une courbe des possibilités de production, n'est-ce pas? Donc, pour n'importe quel pays, qui va avoir l'air de ceci. Alors, la raison pour laquelle elle est concave, comme ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on envoie des travailleurs de plus de X et moins de Y, donc plus de X et moins de Y, mettons plus de bananes et moins de pommes, bien, les travailleurs qui restent ici, là, dans le Y, OK, donc vous voulez augmenter votre X, donc vous devez sacrifier des Y. Il en reste peu là, dans le Y. Ils sont spécialisés, c'est les derniers qui restent, et donc vous perdez beaucoup. Autrement dit, c'est comme ça à cause de la porosité marginale décroissante. Okay? Donc la spécialisation qui crée la position marginale décroissante du travail. Donc, ça fait une courbe des possibilités de production qui est concave. Okay? Donc, au fur et à mesure que vous ajoutez des travailleurs ici, ceux que vous enlevez sont de plus en plus les derniers là, qui sont les meilleurs. Et donc, vous perdez beaucoup de production dans l'autre bien. Et donc, vous avez votre courbe des possibilités de production comme ça. Okay? Donc, votre courbe des possibilités de production X, Y, comme ça. Et nécessairement, parce que la production totale, c'est le budget total, bien, il y a une droite de budget, okay? Il y a une droite de budget totale qui est déterminée par, évidemment, l'ensemble du revenu généré qui provient de la production et qui touche nécessairement à un point de tangence, la courbe des possibilités de production. Donc, en autarcie, nécessairement, un pays va produire ici. En commerce international, le pays peut consommer en dehors de sa CPP. Okay? C'est ça que les exemples avec avec les avantages comparatifs là, donnent. Donc, autrement dit, on peut sortir ici, donc des deux côtés, n'est-ce pas? Donc, on peut se retrouver le long de notre droite de budget, évidemment, parce qu'on ne peut pas dépenser plus. Donc, ça, c'est un modèle sans crédit. Mais on peut sortir de notre courbe des possibilités de production, ce qui est extraordinaire. Et donc,
ça se peut que le fait de pouvoir sortir de la CPP améliore le bien-être parce que les gens voudraient, par exemple, plus de X et moins de Y, mais le point optimal en autarcie est ici. Mais le point optimal avec commerce les permet d'atteindre quelque chose de plus de X puis moins de Y, par exemple. Okay? Et donc, c'est des petits exemples de chocs de prix dans le modèle assez simple, là, avec deux biens, X et Y. Et par exemple, il pourrait y avoir trois facteurs de production, donc le travail, L, le capital, K, la machinerie, tout ça, puis la terre, par exemple, T ou quelque chose comme ça. Okay? Donc ça, c'est des exemples de chocs. Voilà.